la Suisse n'était pas coupée des pays limitrophes, elle était par sa finance, par ses exportations, par sa production notamment aussi de matériel de guerre, concrètement en dehors du concept de neutralité. Le concept de neutralité, c'était tout simplement ne pas participer avec une armée officielle dans une guerre. Mais les guerres au XXe siècle sont au moins à moitié économiques. Alors, l'affaire des ors dérobés est la suivante. La Reichsbank, au début de la guerre, ne disposait que d'un très petit fonds d'or encore en tant que stock. Et puis, les nazis, évidemment, avec leur conquête, ont dérobé non seulement les banques nationales de la Belgique, des Pays-Bas, de la France par la suite, mais en fait aussi les banques privées. Seulement tout ce qui était donc or ou disons objets précieux métalliques n'ont pas pu être écoulés sur un marché international, donc on n'a pas pu les échanger contre des devises convertibles. Et puis, avec l'acceptation de cet or dérobé par la Banque nationale suisse, les Allemands ont disposé l'équivalent en francs suisses, une monnaie qui était encore convertible librement sur l'ensemble du monde. Donc, les Allemands ont par exemple pu acheter des matériaux précieux au Portugal ou bien aussi en Amérique du Sud, du matériel qu'ils auraient eu des difficultés d'acquérir sans cette possibilité. L'affaire de l'or dérobé quand même était d'une importance assez grande parce que la guerre, c'était pas seulement la guerre militaire, la guerre au front. Il fallait aussi, par exemple, financer tout le service de renseignement, l'espionnage, la propagande dans d'autres pays. Et là, il fallait des devises dures, c'est-à-dire une monnaie qu'on pouvait utiliser dans tous les pays. Et puis, c'était pour les Allemands que le franc suisse. Si on compte maintenant encore ce crédit que la Suisse a accordé, si on compte aussi les services que les banques ont, ou que la Banque nationale a offert par rapport au l'or dérobé, je crois en tant qu'historien, il faut conclure que la Suisse était largement intégrée dans l'espace économique allemand et notamment aussi dans cette production de matériel de guerre dont les Allemands avaient besoin et ils ont donc en quelque sorte mobilisé tous les pays pour apporter l'effort nécessaire pour faire fonctionner cette machine de guerre allemande. Oui, il y avait des filiales suisses, il y avait des usines suisses, par exemple la chimie ou d'autres qui travaillaient en Allemagne, qui étaient formellement donc sous direction suisse. Il y avait souvent même un directeur qui avait son siège à Bâle, mais qui allait inspecter l'usine de l'autre côté de la frontière. Et ces usines qui travaillaient quand même sous une direction suisse acceptaient aussi le travail des ouvriers et ouvrières forcés. Si vous regardez un peu le aller-vient des Allemands, des chefs d'entreprise allemands, si vous regardez ce qu'on trouve comme Suisse tout à coup à Berlin, hein, c'est comme s'il y avait en fait, comme si on était en temps de paix. C'est-à-dire, on allait, on voyageait, on négociait, on revenait avec des contrats. Il y avait même un exemple qui m'a particulièrement frappé. Une industrie chimie a essayé d'essayer un nouveau médicament un peu délicat. Et cette industrie a demandé à l'armée si on ne pouvait pas utiliser comme cobaye un peu les soldats suisses. Mais en même temps, cette industrie était en contact avec un haut officier SS médecin qui était dans les camps de concentration et avec qui on a fait ou cherché le même accord, c'est-à-dire qu'il essaye les médicaments sur les prisonniers des camps de concentration. Vous voyez, c'est un peu ça, cette collaboration. L'économie suisse s'est vraiment investie dans cette économie allemande la plus dynamique de l'Europe de l'époque.
Et puis déjà pendant la Première Guerre mondiale, la collaboration fonctionnait très bien. Beaucoup de ces personnalités qui plus tard sont devenues nazies étaient tout simplement des amis disons, qu'on a trouvé dans les rapports commerciaux, dans l'économie. Et puis ces relations sont restées. C'était pas avec l'avènement des nazis tout à coup une coupure. Au contraire, la Suisse a toujours, en affichant toujours la neutralité officielle, mais a travaillé sur tous les plans. Il faut dire que jusqu'en 41, 42 encore, il y avait quand même une partie considérable de notables et de hommes politiques suisses qui étaient persuadés que l'Allemagne va gagner la guerre. C'est-à-dire on réfléchissait aussi plus ou moins ouvertement sur les possibilités de s'intégrer dans l'ordre nouveau que Hitler voulait donc créer en Europe, dans quelle manière la Suisse pourrait participer sans perdre complètement son indépendance politique. La Suisse, comme la plupart des pays, connaît un antisémitisme structurel, c'est-à-dire encore aujourd'hui, il y a cet antisémitisme et il est absolument clair que pendant l'entre-deux-guerres, l'antisémitisme était même entré sur le niveau de l'administration fédérale. Je vous rappelle le fait que en 1938, le Conseil fédéral a accepté l'introduction du Isch sur les passeports juifs allemands pour qu'on les puisse justement séparer de tous ceux qui voulaient venir en Suisse. Et puis, cette politique était clairement un de ces résultats de ce antisémitisme latent qu'on retrouve aujourd'hui dans les documents de l'administration, dans les déclarations de personnes importantes de l'administration et même dans des textes semi-officiels. Quand il y avait l'annexion de l'Autriche, il y avait tout à coup beaucoup d'Autrichiens juifs qui venaient avec un passeport en Suisse et puis on voulait les trier. Alors, c'est les Suisses qui ont demandé aux Allemands de trouver une solution pour qu'on puisse trier tous les Allemands qui viennent en Suisse pour en fait justement empêcher les Juifs qui venaient. Et à Berlin, pour répondre à la revendication suisse de marquer les passeports juifs avec un signe particulier, les Allemands finalement ont proposé entre autres la possibilité de mettre un J dans les passeports juifs et les Suisses l'ont accepté. Mais le fait essentiel dans toute cette affaire, c'est que les Suisses ont exigé ce marquage du passeport des Juifs allemands. Donc lors de la conférence d'Évian, les Suisses étaient plutôt rassurés quant à leur politique à l'égard des réfugiés, parce qu'ils ont vu que tous les autres pays n'affichaient aucune volonté d'accueillir davantage de Juifs. Pour les Suisses, c'était réconfortant de dire mais voyez, on fait comme les autres, on n'est pas exceptionnel, c'est un problème international, nous ne pouvons pas le résoudre et puis regardez les autres, ils veulent non plus des Juifs. Donc c'était assez lamentable, l'ensemble de la conférence, non seulement l'attitude des Suisses. Hein. Le rôle de la Suisse pour les réfugiés est très complexe. Parce que d'une part, notamment à partir du moment où on voyait que les Alliés étaient en train de gagner la guerre, la Suisse a effectivement laissé entrer des réfugiés en grand nombre. Donc on dépassait les 100 000, 150 000 même. Cependant, dans les phases cruciales, notamment au moment où en Allemagne commençait l'extermination, je dirais avec le paroxysme dans l'année 1942, la Suisse s'est montrée extrêmement réticent à l'accueil de ces réfugiés. Et puis en août
1942, le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, a même fermé complètement les frontières pour les réfugiés. Ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui on discute le nombre des réfugiés refoulés, mais c'était quand même quelques milliers, sinon plus, de réfugiés qui étaient refoulés. Ce qui était plus important, et c'était aussi l'intention du gouvernement, c'est de donner le signal à tous ceux en Europe qui espéraient peut-être arriver jusqu'à la Suisse, de les empêcher en fait de prendre ce voyage et de ne pas se présenter à la frontière suisse parce qu'on ne voulait pas ces réfugiés, on croyait que la Suisse n'avait pas les moyens de les héberger, ce qui évidemment n'était pas juste. Dans quelle mesure le gouvernement, donc le Conseil fédéral, a vraiment fait attention à ces rapports dont disposait le service de renseignement ou à ces communications faites par des personnes, des personnalités qui témoignaient individuellement. Donc, dans quelle mesure le Conseil fédéral a vraiment perçu ça? Ça, c'est discutable, mais on le savait. Et puis, il y a clairement, par exemple, un rapport qui a passé dans les mains du Conseil fédéral et qui parlait clairement de cette politique d'extermination. Il y avait des Juifs en Suisse qui avaient des très bonnes relations avec des réfugiés, avec des rapports de Pologne. Donc on savait assez tôt ce qui se passait, pas dans la population, hein, dans l'opinion publique, mais quand même dans les cercles qui étaient un peu concernés de tout cela. Et puis il faut aussi dire que la Suisse avait envoyé à côté des Allemands une mission médicale au front de l'Est. Ils ont vu des exemples concrets donc, de cette extermination et en rentrant, ils ont rapporté ça, mais jusqu'à la fin de 1943, on ne voulait pas savoir. Hein. On essayait donc de refouler non seulement les réfugiés, mais en fait aussi la responsabilité en fermant les yeux. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, évidemment, qui étaient au courant de l'or dérobé accepté par les Suisses, mais aussi de toutes ces affaires des banques, entre autres avec des fonds des Juifs qui ont été tués dans les camps de concentration. Donc les Américains avaient exigé une conférence avec la Suisse à Washington en 1946 et lors de lors de ces délibérations, la Suisse a dû accepter de payer une sorte d'amende à cause de l'or dérobé accepté. C'était une amende très clémente, 250 millions de francs en or, et puis on a pu le cacher même encore en disant c'est pour la reconstruction de l'Europe. Mais dans ce traité avec les Américains, on a ajouté une lettre dans laquelle la Suisse acceptait de tout faire pour éclaircir ces affaires de fonds en déshérence en Suisse, c'est-à-dire d'inciter les banques de faire des recherches pour régler tout ça, pour rendre en quelque sorte les fonds qui appartenaient à ceux qui étaient persécutés par les nazis. Or, les banques n'ont rien fait. Et puis dans les années 60, une deuxième démarche est venue et puis on a un peu négocié avec les banques et les banques ont dit bon, on va faire une sorte d'enquête interne et cette enquête interne a donné un résultat minimal, quelques millions de francs qu'on avait trouvés, puis pour le reste on disait mais on trouve rien, on n'a pas d'informations et tout. Donc jusqu'aux années 80, cette question restait dans l'air et puis il faut le dire clairement, les banquiers suisses fermaient les yeux et refusaient même de faire des recherches. Jusqu'à ce que, dans les années 1990, la pression notamment des organisations juives américaines
ont forcé la Suisse donc de creuser plus profondément et on est entré dans ces affaires des fonds en déshérence qui a quand même montré que les banques ont gardé, ont mis la main sur des fonds pas énormes, mais quand même considérables pour ceux qui ont souffert pendant toute cette période et qui n'ont pas, qu'on n'a pas rendu les fonds qu'ils avaient placés dans les banques. Je suis considéré comme l'historien qui avait lancé un peu cette démarche critique par rapport à cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que dans l'ouvrage collectif L'histoire de la Suisse et des Suisses, qui a été publié en 1983, j'étais chargé de traiter la période 1914-1945. Et en fonction de l'état de la recherche, j'ai mentionné de manière très modérée ces questions sensibles, l'or dérobé, le refoulement des Juifs, le crédit de clearance avec les Allemands. Or, à ce moment-là, j'étais vraiment très seul parce que l'attaque était venue de toutes parts, notamment des milieux politiques, mais aussi d'autres, même des historiens. Mais dans les années 80, la recherche a tellement avancé que de plus en plus de jeunes historiens ont partagé la même interprétation, cette même image que j'ai donnée de la Suisse. Si tout à coup, 30 ans plus tard, on est venu leur dire, mais écoutez, c'est pas si joli, vous n'étiez pas des héros, mais on a négocié, c'était pas l'armée qui a protégé la Suisse, mais c'est nos services économiques et financiers qui ont fait que les Allemands nous ont considérés comme un partenaire intéressant qu'il ne faut pas attaquer. Évidemment, un tel changement de l'interprétation a fait mal et encore aujourd'hui, on n'accepte que difficilement les résultats de la recherche récente des historiens.